Aux pages 54 et ensuite 55 de mon chapitre 24, nous allons résoudre la situation 4 de la section 3.11 de Séguin sur les collisions élastiques. Une collision typique qui va nous amener à des formules particulières, mais qui sont quand même typiques d'une certaine catégorie de problèmes. Cette catégorie étant les collisions élastiques frontales avec une cible qui est immobile. Donc, une particule en mouvement qui vient frapper une particule immobile en prenant pour acquis qu'on a une collision élastique là, sans perte d'énergie cinétique. Bon, pour prendre connaissance de comment Séguin présente la situation, lisons la page 419 de Séguin. À la première lecture, on s'aperçoit que c'est le genre de problème que les étudiants viennent souvent me dire qu'ils n'aiment pas quand il n'y a pas de chiffre dans le problème, mais c'est ce qui nous permet de tirer des formules typiques. Donc, on a une masse A qui va frapper une masse B, une collision de type élastique, où mon objet A a une certaine vitesse initiale. Tout ça, c'est des données de base, mais ne sont pas connues présentement. Et l'autre donnée fondamentale, c'est que l'objet B, lui, est immobile. Okay. Donc, on désire déterminer quelles sont les équations pour la vitesse finale de la première particule et la vitesse finale de la deuxième particule. Et évidemment, on prend pour acquis que collision élastique, donc j'avais un delta K égal à 0 là, que je n'ai pas écrit dans les données du problème. Donc, c'est une collision 1D selon X. J'ai ma masse A qui est dessinée ici avec sa vitesse, alors que la masse B est immobile, je l'ai dessinée ici, et qu'il y a collision. Donc, ça, c'est ma masse A qui s'en vient frapper sur la première. Et je veux déterminer les deux vitesses à la fin. Pour l'instant, je prends pour acquis, pas je prends pour acquis, mais ça simplifie mon développement, surtout quand on fait un développement sans chiffre, de dire, je vais considérer que les deux objets à la fin ont une vitesse finale dans le sens positif de l'axe des X. Problème qui est similaire, ou en tout cas qui inclut la situation 3. J'avais le même dessin pour la situation 3, quoique là, on avait poser une condition de plus, c'était MA égale MB. Puis ici, on le fait pour un cas général où MA n'égale pas nécessairement MB. Premier principe qu'on applique, c'est toujours le principe de la conservation d'énergie. Personnellement, je travaille avec la forme delta, que je vais écrire pour les deux particules en jeu, que je vais développer pour faire apparaître que delta P, c'est M delta V. Et finalement, que je peux même développer pour écrire que c'est M fois vitesse finale moins vitesse initiale pour le A selon X, pour le B selon X. Je suis prêt à faire mes remplacements, quoique on ne mettra pas de chiffres ici, on va plus mettre des équations. MA, tout est positif, les trois vitesses sont positives, il y en a une qui est égale à 0. Donc, je remplace toutes par des valeurs. Je n'ai pas mis les parenthèses plus, là, mais j'aurais 3 fois des parenthèses plus. On les fait disparaître d'une façon ou d'une autre. Et on va isoler pour vitesse finale A. Donc de l'autre côté, je vais vitesse initiale, puis MA va s'en aller de l'autre côté. Signe moins devient positif de l'autre côté. Puis MB, vitesse finale B, positif de ce côté-ci, ça en vient négatif de l'autre côté. Okay. Et en plus, je pourrais diviser par MA, ce que je n'ai pas fait, pour ne pas avoir à traîner là, une division. Donc je m'arrête là, puis je vais aller écrire une deuxième équation. Fondamentalement, j'ai deux inconnus dedans. Là, j'ai deux points d'interrogation. Donc, vitesse finale A puis vitesse finale B. Le reste, ce serait des chiffres si on m'en aurait donné. Deuxième principe que j'utilise, c'est l'inversion des vitesses relatives. Donc, la partie faire la vaisselle, de copier la formule. Quoique celle-là, je vous recommande de ne pas l'écrire lors d'une résolution de problème, à moins qu'on ait vu les chapitres appropriés. Donc, je suis allé chercher ça dans le résumé, l'inversion des vitesses. Donc, finale B-A est égal à initiale A-B. Je remplace encore une fois, donc c'est toutes des valeurs positives de toute façon. Donc, ça vient juste à effacer les X, puis avoir notre vitesse initiale B, le cas particulier qu'on frappe un objet immobile initialement. Donc, ça me donne une nouvelle équation que je peux exprimer vitesse finale B est égal à quoi? Ça, c'est déjà de son bord, plus vitesse finale A. Donc maintenant, j'ai deux équations à deux inconnus. Je peux commencer ma résolution mathématique. Je vais mettre la deuxième dans la première. Donc MA vitesse finale A, MA vitesse initiale A, moins MB vitesse finale B. Mais vitesse finale B, je le remplace par ça. Excusez.
Je vais vouloir trouver une équation initialement pour vitesse finale A, donc je vais ramener toutes mes vitesses finales A de ce côté-ci. J'avais déjà MA vitesse finale A, puis de l'autre côté, j'ai moins MB vitesse finale A, ça devient plus MB, plus MB. De ce côté-là, il va me rester MA vitesse initiale A. Puis, je vais avoir aussi moins MB vitesse initiale A. Donc, le moins MB puis vitesse initiale A a été mis en évidence. Je vais isoler le vitesse finale A là-dedans. Donc, il va être égal à, de ce côté-là, MA moins MB fois vitesse initiale A. Et le terme qui était ici vient diviser de l'autre côté. Donc, j'ai un MA plus MB en bas. Ça me donne une première équation que j'ai encadrée parce que ça veut dire qu'elle est applicable à tous les cas pour n'importe quelle masse, parce que je n'ai pas mis de chiffre, pour n'importe quelle vitesse initiale. La particularité, c'est d'avoir un objet immobile. Là. Le deuxième terme de la deuxième particule de la collision est immobile. Donc, cette formule-là permet de calculer la vitesse dans ce moment-là. Certaines publications de physique, que ce soit papier ou Internet, vont la présenter comme une vitesse de physique, comme une formule de physique, excusez-moi. C'est plutôt une formule d'un cas particulier. Okay? Moi, je ne l'ai pas mis dans le résumé, donc si jamais on en a besoin, il va falloir refaire notre développement pour la retrouver. On préfère ça présentement au département de physique du Cégep. Il me reste à écrire une équation pour vitesse finale B. Ben, j'ai juste à remplacer ça dans la numéro 2, donc de mettre la 3 dans la 2. Vitesse finale B va être égale à vitesse initiale A, plus vitesse finale A, plus le terme que j'ai ici. Je vais regrouper, pas regrouper, mais la réécrire différemment si on veut. Je vais mettre vitesse initiale A en évidence, ça me fait 1 plus le terme qu'il y a là, puis la vitesse initiale A a été mise en évidence à l'extérieur. Je vais encore l'écrire d'une façon un peu différente. Je vais mettre au même dénominateur, donc en bas je vais avoir MA plus MB. En haut, ça veut dire que ça devient, le 1 devient MA plus MB. Puis là, je vais avoir plus MB moins MB, donc le MB va disparaître. Puis je vais avoir MA plus MA, je vais avoir 2 MA. Donc mathématiquement, si on le développe comme il faut, ça donne ça. Donc encore une fois, c'est une équation que certaines publications de physique utilisent, mais qui s'applique à un cas particulier de vitesse initiale B est égale à 0. On aurait pu la développer également pour garder le signe. Quand on garde le selon x, c'est rien qu'on fait un calcul où on va obtenir le signe à travers le résultat final, parce que l'on accepte qu'il soit positif ou négatif. On serait aperçu qu'on obtient exactement le même résultat si on veut. Donc, puis même chose pour vitesse finale B, j'obtiens le même résultat. C'est pour ça que quand on le fait avec le module, on obtient un module, on le fait avec une valeur positive. C'est-à-dire qu'on va obtenir une valeur positive. Mais si jamais on le fait avec les valeurs signées, si c'est positif, c'est positif. Si c'est négatif, c'est négatif. On pourrait démontrer là, que ça arrive très bien. On va poursuivre maintenant la page suivante. On va utiliser les deux formules qu'on vient de trouver puis qu'on a encadrées, là, les formules que j'ai identifiées ici comme 3 et 4. On va les ramener à la prochaine page. Puis on va étudier, c'est déjà des formules d'un cas particulier, deuxième objet immobile, mais on va étudier encore des cas plus particuliers et intéressants, entre autres le cas de la situation 3 qu'on a faite précédemment. Donc la situation est redessinée en haut ici. Et mes deux équations que je viens de vous parler sont en haut ici dans le tableau. Donc j'ai une colonne pour calculer ma vitesse finale A, puis j'ai une colonne pour calculer ma vitesse finale B. Le premier cas particulier de ce qui est déjà un cas particulier d'un objet immobile ici, c'est d'avoir les mêmes vitesses. Pas les mêmes vitesses, mais les mêmes masses. Donc c'est la situation 3 qu'on a faite précédemment. D'avoir des objets qui ont la même masse. Fait que là, je les ai dessinés à l'échelle de la même grosseur. MA est égal à MB, mais ça revient en remplacer dans cette équation-là MB par MA, si on veut. Ça va faire MA moins MA en haut. Puis en bas, ça fait MA plus MA. Mais de toute façon, que ça fasse n'importe quoi en bas, MA moins MA, ça fait 0. Donc, ma vitesse finale A va être égale à 0. Ce qu'on avait déjà observé à la situation 3. Puis en B, j'ai 2 MA, ça ne changera pas. Puis en bas, j'ai MA plus MB, mais ils sont égales, fait que ça revient à MA plus MA. Donc je vais avoir 2 MA sur 2 MA, je vais avoir 1.
vitesse finale est égale à 1 fois vitesse initiale A. Donc la vitesse finale de B devient la vitesse initiale de A, c'est un transfert de vitesse, ce qu'on avait vu à la situation 3. Donc le dessin typique de ça, c'est de dire, ben, j'avais un vecteur vitesse sur la première particule, mais ce vecteur vitesse-là de même longueur est rendu entièrement sur la deuxième particule, et la première va rester immobile dans ce problème-là. Deuxième situation très typique de ces équations-là, c'est de dire qu'est-ce qui arrive si MA est beaucoup plus grand que MB. MB, c'est un petit point, puis MA, c'est une grosse masse. C'est des approximations qu'on fait, mais c'est des approximations qui sont évidemment bonnes. Justement, plus qu'il y a une différence de masse entre ces deux objets, plus que l'approximation est bonne. Donc, MA beaucoup plus grand que MB. Ça revient à considérer que MB est négligeable. Donc, dans l'équation de base en haut, ça revient à dire MB est égal à 0. Ou, par rapport à MA, on peut considérer que c'est pratiquement 0. Et à l'inverse, ça me fait MA plus 0. Donc, ça fait MA divisé par MA. Donc, la vitesse finale de la première particule va être pratiquement la vitesse initiale qu'elle avait. Ça se comprend, une grosse particule qui vient en ramasser une petite, on peut très bien imaginer qu'il n'y aura pas grande différence pour la très grosse particule. Et ça s'explique mathématiquement. Vitesse finale B, 2MA, ça ne change pas. Mais je vais avoir MA plus MB, puis MB négligeable, donc divisé par MA. Oups, qu'est-ce qu'on voit? 2MA divisé par MA. La vitesse finale de B va être 2 fois la vitesse initiale. Donc les objets ne resteront pas collés, parce qu'ils n'ont même pas la même vitesse. En plus, le petit objet va aller 2 fois plus vite. Ils vont se séparer, là, ils sont dessinés au moment de la collision, mais le vecteur B après collision, là j'ai oublié d'utiliser finale, parce que j'ai utilisé des finales ici, mais le vecteur B est 2 fois plus long que le vecteur A. Donc évidemment, ils vont se séparer, et on peut l'essayer. J'essaierai de vous le montrer en classe, là, mais c'est le genre de résultat qu'on obtient. L'autre affaire, ça serait de dire maintenant que c'est MB qui est très grand par rapport à MA, que MA est beaucoup plus petit que MB, tellement plus petit qu'on va le considérer égal à 0, négligeable versus la grosse particule qui était immobile. Là, je commence à avoir trop de choses à l'écran pour toujours montrer l'équation d'en haut, en même temps que j'écris en bas, mais ça revient à mettre des zéros là, pour MA ici. Donc, je vais avoir moins MB plus MB, divisé par moins MB. 0 moins MB, 0 plus MB. MB va se simplifier, ça fait moins, il reste un moins 1, l'équivalent d'un V final A. Donc, pour un gros problème comme ça, la vitesse A va repartir dans l'autre sens. On peut très bien imaginer un petit objet qui frappe sur un très très gros objet. Et oui, l'objet va repartir par en arrière. C'est comme frapper un mur d'une certaine façon. Vitesse finale B, donc on part de l'équation de base, 2MA. Ça, c'est négligeable, donc ça va être 2MA sur MB. Même pas, c'est 2 fois 0. Il ne faut pas oublier, MA, on le remplace par 0. 2 fois 0 divisé par n'importe quoi. Donc, je vais avoir une vitesse finale de 2 fois 0, 0 plus, de 0. L'objet, le gros objet, ne ressentira pas le petit. Donc, lui, il va rester à la même place, immobile. Donc, c'est des cas particuliers d'un cas qui était déjà particulier, là, les équations qu'on avait trouvées en haut ici. Mais c'est des cas extrêmement intéressants.